L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASULC, veut promouvoir la culture du refus de la corruption sur toutes ses formes. Dans cette dynamique, elle a tenu un atelier ce lundi au profit des acteurs de la chaîne financière. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre prochain. 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, un ultimatum a été lancé au Mali pour libérer les 46 militaires ivoiriens détenus depuis juillet. Une décision qui n'étonne pas Omaro Paul Kwalga, spécialiste des questions internationales, qui estime tout de même que le Mali doit travailler à éviter d'autres sanctions. Son analyse dans un instant. Restez donc avec nous. Et puis toujours sur cette actualité, les Maliens réagissent. Pour certains, cette décision n'est qu'un autre épisode du bras de fer qui oppose le Mali à la CEDEAO. D'autres estiment qu'elle tombe mal et impacte la cohésion dans la sous-région. Vous entendrez entièrement ces réactions de Bamako, rencontrées par notre reporter sur place. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Responsabilité des acteurs, faute de gestion, procédure de sanctions et conseils pratiques. C'est sous ce thème que s'est tenu ce lundi un atelier au profit des acteurs de la chaîne financière, des institutions, des ministères, EPE ainsi que des fonds nationaux. Organisé par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASULC, cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption prévue le 9 décembre prochain. Alexis Wenko. La corruption et la mauvaise gouvernance nourrissent les vices comme le favoritisme, le clientélisme, la cupidité, l'enrichissement par tous les moyens. Elles constituent également des obstacles selon le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Des obstacles qui minent les acquis en matière de rigueur et de morale dans la gestion des biens publics, mais surtout des efforts de développement durable du Burkina Faso. Réunis en atelier ce 5 décembre, les acteurs de la chaîne financière, des institutions, ministères, les entreprises publiques d'État et des fonds nationaux veulent promouvoir la culture du refus de la corruption sous toutes ses formes. La corruption était à un niveau alarmant dans notre pays. Le constat aujourd'hui est toujours d'actualité. Nous retenons effectivement que la corruption est un état, une situation telle qu'il faudrait que tout un chacun s'engage donc à travers en tout cas un message fort du refus de la corruption à tous les niveaux, que ce soit donc les citoyens, que ce soit vous les hommes de presse, ou que ce soit en tout cas les gestionnaires donc des finances publiques que nous recevons aujourd'hui. Initiée par l'ASELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Elle est organisée en collaboration avec la Cour des comptes et le parquet près le tribunal de grande instance de Ouaga 1. Il y a 3 attentes essentielles. La première, c'est qu'on peut constater des fautes de gestion. Nous les transférons donc à la Cour des comptes pour que la procédure de sanction soit mise en œuvre. Lorsque nous produisons également les rapports d'audit, il y a des faits qui peuvent être infractionnels, qui font l'objet d'investigations par les structures de l'ASE, parce que nous sommes des officiers de police judiciaire. Et le procureur près du tribunal de grande instance de Ouaga 1 est présent à l'atelier également pour en témoigner et donner des conseils si, en tout cas, sur des cas pratiques qui ont peut-être connu la sanction de la justice. Et enfin, il y a la question de la responsabilité pécuniaire. Ça aussi, nous saisissons le ministre des Finances pour que les dispositions soient prises pour mettre en jeu la responsabilité pécuniaire des agents qui sont en cause, afin que les fonds divertis retournent dans les caisses de l'État. Le présent atelier qui a mobilisé tous les acteurs de la chaîne des finances constitue une opportunité de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de gestion des finances selon les initiateurs.
62e sommet de la CEDEAO tenu ce dimanche 4 décembre à Abuja au Nigeria. Les chefs d'État ont statué sur la situation des pays en transition dans l'espace sous-régional, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Des grandes décisions de cette rencontre, on retient entre autres l'ultimatum donné au Mali pour la libération des 46 soldats ivoiriens, l'adoption d'un projet de création d'une force antiterroriste. Comment comprendre ces décisions? Le spécialiste des questions internationales Oumarou Kwalga donne des explications dans cet entretien réalisé par Maxime Jean-Bambara. 1er janvier 2023, c'est l'ultimatum donné aux autorités maliennes par la CEDEAO pour libérer les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. C'est l'une des grandes décisions du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui s'est tenu ce dimanche 4 décembre. Pour le spécialiste des questions internationales Oumarou Kwalaga, cette décision n'est pas surprenante, d'autant plus que les médiations et les voies diplomatiques se sont révélées infructueuses. Même s'il y a eu quelques efforts de la part du Mali en libérant pour des besoins humanitaires 3 dames, je crois que le dossier est resté dans son statu quo. En de pareilles circonstances, c'est ce qui se passe en général, lorsque la voie de la négociation ne porte pas, pour des organisations internationales, notamment comme la CEDEAO, qui est une organisation régionale, où les 2 États se retrouvent à l'intérieur, on peut, en termes de pression sur les États, parce que c'est ça aussi, c'est les sanctions pour amener les uns et les autres à revoir leur position. Donc c'est un objectif qui fait partie justement des outils de relations internationales, notamment au niveau de la coopération internationale. Passé ce délai du 1er janvier, l'organisation sous-régionale menace d'infliger une fois de plus des sanctions au Mali. Pour le spécialiste des questions internationales, les autorités maliennes devraient travailler à éviter une deuxième sanction qui fragiliserait davantage le Mali. Quand il y a des sanctions, les sanctions vont de façon graduelle. Déjà, ça va être des sanctions politiques, diplomatiques, surtout portées contre le Mali. Deuxième fois, comme ça s'est fait pour la première fois. Après, ça va être aussi des interdictions de voyage, gel des avoirs, des personnalités de la transition. Et puis un peu plus loin, si le Mali ne réagit pas, on va arriver aux sanctions économiques et financières. Voilà. Donc c'est de façon graduelle que ça se fait. Il a également été annoncé à ce sommet la création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État. Pour Oumarou Kwalaga, la grande équation à résoudre reste son opérationnalisation. La mise en place de cette force reste du reste pour ce dernier une mesure dissuasive. Oui, ça avait été déjà annoncé par le président Nessis de la CEDEAO, je crois, notamment en séjour en France. Là, au sein de l'espace, c'est une chose qui semble avoir l'adhésion de beaucoup d'États, notamment les États aujourd'hui qui n'ont pas connu ou qui ne connaissent pas encore ce coup d'État, peuvent aussi, par rapport à ça, soutenir afin de se premier, en fait, contre ces gens. Mais elle est découragée, cette prise de pouvoir par les armes. Voilà. Donc, c'est à la fois aussi des mesures de dissuasion. Alors que la transition malienne est observée à la loupe par la CEDEAO, au Burkina Faso, l'institution sous-régionale s'inquiète de la situation sécuritaire et humanitaire et entend poursuivre son soutien à l'égard du pays. En Guinée, la conférence des chefs d'État a demandé la tenue d'un dialogue inclusif, rencontre qui pourrait se tenir à Conakry ou dans une autre capitale de la sous-région. Au dernier numéro du journal du dimanche soir tenu hier 4 décembre 2022, le questionnement perpétuel sur le choix de coopération du Burkina était au cœur des débats. Les invités du jour, le socio-politologue Olo Pépin et l'administrateur civil à la retraite Kalifara Séré, ont également donné leur compréhension de la rencontre du Premier ministre et de l'ambassadeur de France au Burkina. Ils sont revenus surtout sur les propos de Luc Alade à sa sortie d'audience. Linda Sarakabouré. La politique étrangère et la diplomatie du Burkina a largement été débattue au journal du dimanche soir de ce 4 décembre. Les invités sont revenus sur l'audience accordée à l'ambassadeur de France par le Premier ministre Maître Apollinaire Kelem de Tambela. Si l'ambassadeur n'a pas hésité à réaffirmer la volonté de la France à rester au Burkina Faso, le service de communication de la primature a fait un autre point dans lequel il précise que des vérités ont été dites par le Premier ministre à l'ambassadeur. Un point qui pourrait laisser penser à un possible départ des forces spéciales. L'administrateur civil à la retraite Kalifara Séré critique. L'ambassadeur, ce qu'il a dit, et je l'ai trouvé d'ailleurs assez taquin, je n'ai pas eu l'impression qu'il a été mis en difficulté et que
il a trouvé que la France était en danger au Burkina. Non, il a dit simplement que il donne l'impression d'être un homme au-dessus de la mêlée, qui est un grand seigneur, qui est là. Si vous voulez, on reste. Si vous voulez pas, nous on part. Et puis voilà, c'est tant pis pour vous. Clairement, moi, c'est comme ça que son message est explicite. Il est impossible de faire une rupture brusque avec la France, comme le demande la rue, a affirmé Olope Peigné. La situation est claire théoriquement. Okay. Voilà, donc, quand on suit la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée, il a été clair que l'approche aujourd'hui privilégiée, c'est la diversification des partenaires. Voilà, et donc, c'est vrai que dans la rue, il y a un autre ton. Ça, c'est la rue. Mais je ne pense pas que quand on dirige un État, on doit se comporter comme celui qui est dans la rue. Et moi, je ne vois pas ici de clair-obscur pour le moment parce que nous sommes en diplomatie. Et il s'agit donc des questions d'État. Et quand il s'agit des questions d'État, il y a aussi la raison d'État. Voilà. Et la raison d'État ici ne peut pas s'étaler aussi au grand jour. Pour le sociopolitologue, le plus important en ce moment est que la question de révision de la coopération avec la France est posée sur la table de discussion. Dans la suite de ce 20h, la première édition du programme EduTour a officiellement démarré le samedi 3 décembre 2022. Ce programme est une initiative qui consiste en une tournée éducative dans les universités et lycées de la ville de Ouagadougou. Ceci dans le but d'apporter un plus à l'éducation afin d'en découdre avec les lacunes des programmes classiques utilisés dans les établissements. Mamidra Nakamabo. L'éducation telle qu'elle est conçue de nos jours, selon l'initiateur du programme EduTour, Sylvestre Poda, est inadaptée aux réalités actuelles. Elle transforme les apprenants à des parfaits robots bien moins performants, selon Sylvestre Poda. Raison pour laquelle ce dernier a lancé le programme EduTour. L'objectif du programme est d'aider des milliers de jeunes à développer leur leadership et à créer des actions de développement endogènes. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous avons tellement de jeunes qui sont en situation de chômage. À la base, donc, l'éducation classique a été forgée donc, pour former les cadres de l'administration. Et force est de constater aujourd'hui que cette administration n'arrive plus à absorber ne serait-ce qu'une seule promotion de baccalauréat. Donc, nous avons besoin aujourd'hui de jeunes qui sont résilients, de jeunes qui sont patriotes, qui ne se laissent pas donc manipuler et des jeunes qui ont le sens de l'initiative. 4 volets seront inculqués à la jeunesse, dont le développement personnel, la question du leadership, la bonne gouvernance, mais aussi un volet sur la citoyenneté. C'est dommage que je le dise, mais vous constaterez donc dans les rues de Ouagadougou et même dans les autres villes qu'on assiste donc un peu partout à des actes de vandalisme et de délinquance. Donc nous avons besoin donc d'une jeunesse qui sera en phase donc des différentes lois de la société et des administrations judiciaires. Comment est-ce que chaque personne peut puiser en lui l'énergie nécessaire donc pour transcender et aller de l'avant. Il y aura également la question du leadership parce qu'aujourd'hui nous savons que dans la situation d'entrepreneuriat, pour un jeune qui veut donc mener un projet, il a besoin donc de mener des hommes. Une initiative appréciée par le ministre en charge de la communication, parrain de l'édition. Il souhaite que le module de la bonne gouvernance soit inscrit au programme de cette tournée éducative. La première édition du programme EduTour a été lancée à travers ce panel qui a regroupé plusieurs jeunes élèves et étudiants. Le programme s'étendra sur 1 mois. 27 coachs, conférenciers, formateurs en fin de formation ont reçu leur certificat. Formés durant des mois à l'Académie conférenciers, formateurs, coach CFC du Burkina, ces nouveaux coachs, conférenciers, formateurs ont reçu le diplôme lors d'une cérémonie. Ces derniers, issus de la 10e et 11e promotion, sont désormais aptes à accompagner les personnes désirant découvrir ce métier. On reste avec Mamidra Nakamabo. Le métier de coaching est en pleine expansion au Burkina Faso. Professionnels, entrepreneurs, chefs d'entreprise, étudiants expriment de plus en plus le besoin d'être accompagnés dans leur vie sociale et professionnelle. Après 6 mois et 2 ans de formation, ces 27 hommes et femmes ont été certifiés conférenciers, formateurs, coachs.
Pour le représentant des certifiés, cette formation a été un cadre d'échange, de partage d'expériences et de transformation profonde. Ils disent être prêts à accompagner les personnes désirant découvrir ce métier. Nous sommes satisfaits parce qu'en venant à CFC, c'était déjà l'opportunité de se découvrir et de pouvoir exprimer chacun selon sa spécificité, son plein potentiel, afin d'impacter davantage notre environnement. Alors notre rôle déjà c'est d'exprimer ce que nous sommes. Moi je suis business leader, j'évolue dans le domaine des assurances et j'ai à cœur d'accompagner l'ensemble de mes collaborateurs ainsi que des institutions à se dépasser en termes de performance de façon factuelle. Donc c'est continuer à transmettre ce que nous avons appris, continuer à transmettre ce que nous savons faire de mieux. Programme de formation en leadership personnel, l'art oratoire, formation et coaching théorie et pratique sont entre autres les modules de formation sur lesquels les candidats à la certification ont été outillés. Le coaching, c'est un métier qui s'apprend. On vous l'a dit tout à l'heure, le mentor, c'est quelqu'un qui se base sur son expérience, qui dit ce qu'il connaît. Le conseiller aussi, le coach est dans la position du non-sachant. Imaginez qu'un coach puisse connaître tout, c'est pas possible. Le coach a un postulat de base. Il est sûr que le coaché a la solution en lui, mais il n'a juste pas conscience de ça. Donc à travers une technique de questionnement qu'on apprend, il accompagne le coaché à découvrir lui-même sa solution. Donc il y a la différence entre les conseillers, les mentors et le coaching. Bernard Bougma, coach professionnel, par ailleurs parrain de 10e et 11e promotion, définit le coaching comme un métier d'accompagnement. Il a exhorté ses filleuls à aider les autres à atteindre leur potentiel. Pour accéder à la formation de certification, il faut avoir, selon la directrice de l'académie, au minimum un niveau terminal et être soumis à un test. En culture, l'artiste musicien Ali Vérité a célébré ses 25 ans de carrière musicale le 2 décembre dernier à travers un grand concert, qui a mobilisé ses mélomanes ainsi que d'autres artistes venus en nombre pour le soutenir. Une manière pour cet artiste de faire une halte pour revivre le temps passé avec ses fans, mais aussi pour prendre un nouveau départ. Image avec Alexis Wenkoni Belemnaba. En 25 ans de carrière musicale, Ali Vérité continue de conquérir le cœur de ses fans. Et c'est en chœur que ses mélodies sont reprises par l'ensemble de ses mélomanes, pleines dans cette salle de 600 places. 25 ans de carrière, avec à la clé 9 albums, dans un style musical varié de raga, de la salsa, en passant par le zouk, l'heure est venue de faire le bilan et de repartir sur de nouvelles bases. C'est un bilan positif parce que l'objectif premier d'abord c'était de se faire connaître. Et moi je pense que c'est fait. Voilà, et pouvoir aussi tendre la main à la jeune génération, et je pense que tout ça c'est fait. Donc maintenant on va repartir pour d'autres aventures. Condé d'or du meilleur artiste de la diaspora en 2001 et celui du meilleur artiste masculin espoir dans la même année, Ali Vérité a été révélé au grand public burkinabé grâce à son premier album intitulé Berger qu'il fait sortir en octobre 1997 en Côte d'Ivoire. Son premier producteur, Salfo Soé, alias Giapres, présent dans ce concert, dit être émerveillé de son parcours. Donc aujourd'hui, il a fait du chemin et j'assiste avec beaucoup de fierté à ce spectacle en live. Et bien avant, je savais qu'Ali Vérité, il a égayé beaucoup de scènes, beaucoup de fans, et j'en suis très fier. Beaucoup d'artistes, entre autres comme Awa Boussim, Ahmed Simani et Don Sharp de Batoro, étaient également présents sur scène pour l'accompagner. 25 ans après, c'est qu'il devient un producteur, un réalisateur, et le directeur général de Berger Africa et un artiste. Du coup, tu te dis oui, ça vaut le détour de venir fêter avec lui. C'est un quart de siècle, pour ne pas dire 25 ans. Et Amiti Meria, la marraine de cette cérémonie, de lui traduire toute sa reconnaissance et son soutien. C'est très très important. Une carrière, ça se gère. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais l'essentiel, c'est d'être toujours présent
omniprésent sur la scène. Je crois que c'est ça qui est très important. Ce concert a la vérité d'y prévoir des dons et surtout rendre visite à des familles des forces de défense et de sécurité dans le but de leur apporter son soutien. En ouvrant la page sport, au football précisément, Salitas FC et l'USFA se sont quittés dos à dos ce samedi lors de la 12e journée du championnat national. Le stade Issoufou Joseph Konombo a servi de cadre pour cette rencontre qui était très engagée au vu du classement des deux équipes. Le score final à la fin du match était 2 buts partout. Images et commentaires avec Assami Tiamtore. Le choc entre Salitas et USFA était de belle facture ce samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. Et c'est avec beaucoup d'intensité que les deux formations débutent ce match. Salitas, à 5 minutes de jeu, trouve déjà le poteau suite à cette frappe de Ali Vital Ouedraogo. Attentiste, Salitas profite de ce coup franc à la demi-heure de jeu pour surprendre l'USFA. Suleiman Kwanda, défenseur central et capitaine, est à la conclusion d'une belle combinaison. La véritable réaction des militaires intervient à quelques minutes de la pause. La frappe tendue de Youssouf Kabouré est déviée par Cheikh Belem de Salitas qui trompe son portier. 1 but partout à la pause. En seconde partie, l'USFA pousse. Sur le premier centre de Alassane Sawadgo, Yannick Pognogo place sa tête, mais bien suivi par Sibri Paul Kagambega, le portier de Salitas. À force d'insister, l'USFA finit par prendre l'avantage grâce à un but de Alassane Sawadgo. À 2-1, Salitas semblait battu. Mais dans les derniers instants du temps additionnel, Sémé Karama, entré au cours du jeu, offre à Salitas le but du match nul. 2 buts partout donc à la fin de la rencontre. Un match qui a été très dur selon le coach de Salitas. Oui, bon, je pense que ça a été vraiment un match très compliqué pour nous, un match, je dirais, très compliqué. Voilà, à un certain moment, on était méconnaissables. Voilà, donc il fallait procéder à un choix tactique. Voilà, donc l'attaque à outrance, parce qu'on était déjà mené au score. Bon, il fallait coûte que coûte égaliser le but. Donc je pense qu'on a procédé à un autre schéma pour pouvoir égaliser le but. Du côté de l'USFA, ce sont des regrets après avoir vendagé plusieurs occasions. Oui, c'est vraiment dommage parce que quand on est revenu à 2-1, et on a eu beaucoup de situations pour tuer le match. Parce que la leçon qu'il faut retenir, c'est que quand tu mènes à un but d'écart, tu n'es jamais à l'abri d'un retour de l'adversaire. Or, on n'a pas passé le temps à défendre. Vous voyez bien qu'au contraire, c'est nous qui avons les situations pour marquer le 3e but du chaos. Mais on n'a pas su mettre ce but qui allait étouffer l'adversaire totalement. Et sur les derniers instants, ils ont eu une situation, ils ont marqué. Bon, c'est le football, c'est dommage, ça fait très mal par rapport à ce qu'on a produit. Mais il faut retenir aussi le contenu, on s'est très bien battu, on a bien joué, on s'est procuré beaucoup d'occasions de but. On est resté sur notre identité de jeu comme le match passé. Et tant qu'on va produire cela, on va toujours prendre des points. Les deux équipes partagent donc la poire en deux en attendant leur prochaine sortie. Le Real du Faso a croisé les crampons avec la SEC à l'occasion de la 12e journée du championnat national de Ligue 1 également. Les académiciens, 11e au classement à l'issue de la 11e journée, n'ont pas résisté face à la SEC de Koudgou, 4e avant cette rencontre. La SEC s'impose par le score de 1-0 et se retrouve après cette victoire dans le trio au classement. Yassine Sawadou. Le Real du Faso tombe les armes à la main à cette 12e journée de la Ligue 1. Face à la SEC de Koudougou ce samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, les hommes de Piouri Webonga sont passés à côté de leur match. La SEC va ouvrir le score quelques minutes après le début de la rencontre. Sur ce coup franc bien exécuté, c'est Aona Thomas Zagré qui trouve le chemin des filets de la tête. Un but à 0. Les poulains de Brême à Kabouré seront tout près du 10e, mais le gardien s'interpose. Le Real du Faso tentera de rattraper le retard, tout d'abord sur cette frappe d'Abdoul Junior Cabré, puis ses coups de pied arrêtés repris de la tête par Aboubakar Dayou. La SEC de Koudougou revient après sur ce coup franc exécuté par Abdoul Aziz Bila. C'est le dernier rempart du Real qui écarte le danger. La dernière situation sera toujours de la SEC. Sur cette retournée acrobatique des Séné Dermé, c'est encore le gardien qui s'interpose. De retour de la pause, l'équipe venue de Koudougou revient à la charge. Sur cette frappe pas bien appuyée de Dédi Toussaint Kalibou, le portier des zones rouges ne se pose pas de questions. Quelques minutes après,
Le Real du Faso, par l'entremise d'Abdoulaye Ouattara, envoie un missile. Mais le gardien de la SEC fait l'essentiel. Le dernier ballon sera du Real du Faso, mais la tête manque le cadre. 1-0 au coup du sifflet final. Une bonne affaire pour la SEC de Koudougou. Pour le coach Piouri Webonga du Real du Faso, l'apprentissage continue toujours. Oui, au final nous perdons parce que nous ne sommes pas habitués à la première division et nous avons commencé à équilibrer les données. Vous voyez que sur le terrain maintenant, nous arrivons à maintenir notre rythme. Mais malheureusement, il y a toujours certains réflexes qui nous manquent. Bon, on va continuer à travailler et à corriger pour que quand ils vont avoir le niveau exactement, parce que nous on est en train de former des gens pour le professionnalisme, mais ce n'est pas facile, nous sommes là-dessus et nous sommes certains que ça va aller. Le Real du Faso pourra se mordre les doigts après cette défaite, parce qu'une victoire pouvait les loger après cette 12e journée dans le top 10 du classement. À l'issue de son sommet ordinaire tenu le 4 décembre 2022 à Abuja au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO ont entre autres donné un délai aux autorités de Bamako pour libérer les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, c'est un délai qui somme comme un ultimatum dans la capitale malienne. À cet effet, les Bamakois ont donné leur point de vue. On écoute quelques réactions avec notre reporter sur place. Personnellement, je suis surpris. Je m'attendais peut-être à un communiqué qui demande dans les recommandations la mise en liberté ou la mise à disposition des 46 militaires détenus à la Côte d'Ivoire ou au Togo. Ça aurait passé. Mais la dernière partie du communiqué, on va dire, intervient à mon sens comme un énième épisode dans le bras de fer qui oppose le Mali à la CEDEAO depuis 2020. Je pense que une telle attitude sape automatiquement tous les efforts consentis par le Togo pour la libération de ces militaires qui sont qualifiés de mercenaires par le Mali. De l'autre côté, je pense aussi que le Mali n'a pas raison de faire de ces militaires un moyen de pression sur la Côte d'Ivoire et sur la CEDEAO. Le Mali n'a rien à perdre, d'autant plus que son opinion est conforté dans l'idée que la CEDEAO roule pour l'Occident, roule pour la France. Donc le Mali à ce niveau n'a absolument rien à perdre et je ne vois pas un mécanisme de sanction aujourd'hui du point de vue de la CEDEAO qui pourra faire fléchir les autorités du Mali. Alors je pense que avant déjà de parler de l'ultimatum, il faut parler de la situation parce que l'ultimatum relève d'une situation. Alors, je pense que la situation, tout le monde le sait, lorsqu'on arrête quelqu'un et que quelqu'un est vraiment supposé d'avoir enfreint aux lois, donc il doit bien sûr être jugé. Jugé si la personne est jugée coupable, il doit être remis aux autorités compétentes, en tout cas pour quand même subir ce qu'il faut. Maintenant, si la personne n'est pas jugée coupable, il doit être relâché. Je pense que les autorités maliennes doivent vraiment réfléchir à faire en sorte que la situation ne dégénère pas. Donc, ça fait plus de 5 mois qu'ils sont entre les mains des autorités maliennes. Donc, je pense qu'il est vraiment temps qu'ils soient jugés. Et s'ils sont coupables, qu'ils soient emprisonnés. S'ils sont reconnus non coupables, qu'ils soient relâchés, qu'ils retournent dans leur pays auprès de leur famille. Mes impressions sont identiques à celles de la majorité des Maliens, à savoir que cette décision est un peu forte. L'ultimatum lancé va à l'encontre de la bonne foi de la CEDEAO dans la gestion de cette situation. Il s'agit d'une situation qui existe entre deux pays frères. Mais il faut le reconnaître aussi que les autorités maliennes pêchent en matière de communication. Ni la communauté internationale, encore moins les Maliens, pour ne pas dire les Ivoiriens qui sont concernés par cette situation, ne maîtrisent le niveau de traitement de ce dossier qui a été judiciarisé. C'est la faute aux autorités maliennes qui auraient peut-être amené la CEDEAO à lancer cet ultimatum.
Mais je pense que c'est un ultimatum qui tombe au plus mauvais moment pour les Maliens et pour la cohésion dans notre sous-région, et cela décrédibilise encore davantage la CEDEAO dans ses missions essentielles qui sont l'intégration, les questions économiques et la cohésion des peuples. Fin de ce journal, merci de l'avoir honoré. On se retrouve demain à la même heure, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur True TV. Bonsoir.